toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette première Agora des Savoirs en 2023. Merci donc d'être venu écouter l'histoire, ou plutôt les histoires d'un collectif d'hommes et de femmes, Even, repartis vivre et rêver dans la forêt. C'était à la fin des années 80, vivre de chasse, de pêche et de cueillette en plein Kamtchatka, cette péninsule qui est située au nord-est de la Russie. Alors pour nous parler de ces femmes et de ces hommes qui inventent au quotidien des réponses aux crises politiques et écologiques auxquelles elles et ils sont confrontés. Et pour nous inviter à les écouter, à nous mettre à leur écoute, à être sensibles aux manières d'être au monde que déploient ces femmes et ces hommes, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Nastasia Martin, anthropologue et écrivaine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Agora des Savoirs. Très brièvement, je rappellerai que vous êtes diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste des populations arctiques, que vous êtes allé dans un premier temps à la rencontre des Gwich'in, je ne sais pas si je le prononce bien, oui. Donc Gwich'in, une population qui vit en Alaska, et cette rencontre s'est faite dans le cadre de travaux que vous meniez sous la direction de Philippe Descola. Des travaux qui ont abouti à la publication d'un premier livre, Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska, publié à La Découverte et reparu dernièrement en format poche. Mais le grand public vous connaît aussi et surtout grâce à votre deuxième livre, un récit paru aux éditions Verticales, Croire aux fauves, dans lequel vous racontez la rencontre avec un ours, une rencontre à la fois dramatique, brutale, violente et en même temps fondatrice. C'était en 2015, alors que vous étiez justement en Russie. Une rencontre qui a aussi sans doute contribué à bouleverser profondément votre propre rapport, votre propre manière d'être au monde. Et il y a quelques mois, enfin, paraissait le livre dont il va être essentiellement question ce soir, À l'Est des rêves, réponse Even aux crises systémiques. Donc c'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte. Alors peut-être pour ouvrir rapidement maintenant cette discussion. Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont ces Even en quelques mots, parce qu'on va parler d'eux et en particulier d'un petit groupe d'entre eux. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander d'être exhaustif sur toutes les connaissances que l'on a de ces populations, mais d'où viennent-ils, où vivent-ils précisément, et ça représente à peu près combien de personnes? C'est un groupe humain de combien de personnes? Et puis, dans un second temps, qu'est-ce qui vous a amené à franchir le détroit de Bering d'une certaine manière et de vous intéresser à eux? Est-ce qu'il y a eu une raison, une intuition qui vous a poussé à passer de l'Alaska au Kamtchatka? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous et merci d'être si nombreux. Alors je vais commencer par le deuxième temps parce que ça me paraît peut-être plus juste d'un point de vue chronologique. Lorsque j'étais en train de terminer mon terrain en Alaska auprès des Gwich'in, qui sont un collectif de chasseurs-cueilleurs qui vit dans la région du Haut Yukon, dans le nord-est de l'Alaska. Il y a eu deux événements, deux choses qui se sont passées. La première, c'est que l'ancien chef tribal de Fort Yukon, Dacho Alexander, un matin d'hiver m'a emmené dans une clairière pour finalement me montrer quelque chose qui lui paraissait important. Et ce quelque chose, c'était un radar de surveillance américain qui avait vocation à surveiller
l'autre côté du détroit de Bering, l'autre bloc, même si la guerre froide était a priori terminée, il y avait encore des travailleurs à l'intérieur de ce radar, et Dacho de me dire finalement qu'il se demandait ce que pouvaient bien penser les chasseurs, les autochtones de l'autre côté du détroit qui, comme lui, passaient devant ce type d'infrastructure le matin en partant à la chasse. Le deuxième petit événement comme ça déclencheur qui m'a donné envie de traverser le détroit entre guillemets, c'est des discussions assez récurrentes qu'on avait avec cette famille qui m'a accueilli chez elle, et sur l'idée que finalement ils étaient tenus dans une forme de sédentarité précaire dans ce village de Fort Yukon qui est vraiment un endroit assez déprimant à vrai dire, hein. C'est pas l'image idyllique qu'on a des chasseurs-cueilleurs du Grand Nord. Il y a beaucoup de violence, de drogue, d'alcool, etc. Mais qu'ils étaient tenus là parce que finalement ils continuaient de recevoir un maigre pécule de la part de l'État américain parce qu'ils étaient autochtones, donc ça s'élève à $100 par mois, mais que si l'économie s'effondrait, si cette économie-là, ces aides sociales entre guillemets s'effondraient, ils retourneraient vivre en forêt. C'est pour ça qu'ils continuaient d'apprendre à ses enfants à chasser, à pêcher, à connaître leur territoire de chasse, etc. Et donc là, évidemment, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, tiens, mais du côté russe, tout s'est effondré à un moment donné, en 1991, et donc il est fort possible qu'il y ait un ou des collectifs autochtones qui aient fait ce choix de quitter les structures étatiques, économiques dans lesquelles ils avaient été insérés pour partir ou repartir en forêt et recréer des modes de vie plus autonomes, disons. Donc c'est avec cette idée en tête, une fois que j'ai terminé ma thèse, littéralement j'ai soutenu en mai 2014 et je suis partie au Kamchatka en juin 2014, donc c'était assez quand même présent dans mon esprit qu'il fallait que j'aille explorer cette question, que je suis partie au Kamchatka. Alors les événements. Donc, en arrivant au Kamchatka, je savais absolument pas quel groupe autochtone. J'avais pas choisi en amont le groupe autochtone avec lequel j'allais travailler. J'ai fait comme on fait toujours lorsqu'on arrive dans un endroit et qu'on veut tenter de saisir quelque chose à la situation. J'ai rencontré tout un tas de gens dans l'ancien kolkhoz d'Esso, qui est le village qui est tout au bout de la route. À quelques 10 heures de bus de Petropavlovsk, où étaient sédentarisés des Koryak, des Itelmen, des Even et des Russes. Au fil de ces rencontres, ça a duré quand même un certain temps parce que finalement les gens semblaient habiter là et au début personne ne me parlait d'un quelconque collectif qui aurait fait ce choix. Mais au fil de ces rencontres, une soirée assez arrosée, à une heure tardive, un certain Nicolas m'a dit oui, il y a bien une famille Even, enfin un clan familial étendu qui est reparti dans la région d'Itcha. Mais on les aime pas trop, c'est des marginaux. En plus, ils ont abandonné leur culture. Ils vivent comme avant, mais ils ne vivent plus comme nous. Mais voilà, enfin, en tout cas, à ce moment-là, il nous a dit qu'ils existaient. Mais on a tout de suite compris que c'était des Even qui étaient marginalisés parmi les Even. Les Even,
C'est un collectif d'éleveurs de rennes qui viennent de la région de l'Altaï et qui continuent de nomadiser à travers toute la Sibérie. On décompte à peu près ils sont à peu près 12 000 et ils sont arrivés en fait au Kamchatka sur le tard. C'est des gens qui migrent en fait, qui suivent les animaux, qui suivent l'herbe, les pâturages. Ils sont arrivés à peu près au milieu du 19e siècle dans la péninsule. Là, il y a eu énormément de guerres intestines entre les Évènes et les Koryak, qui étaient des chasseurs de grands mammifères marins notamment, qui étaient déjà sur place, et les Itelmènes. Puis évidemment, avec la colonisation russe, puis la collectivisation, tout le monde a été finalement rassemblé dans des kolkhozes pour travailler ensemble à la production économique. Et vous avez évoqué ces Koryak et ces Itelmènes. Donc, qu'est-ce qui les distingue fondamentalement des Évènes ? Il y a une question de langue, par exemple, de famille de langue. Oui, alors ça, c'est une vaste question. On pourrait parler là-dessus toute la soirée. Il y a la question de la langue. C'est pas les mêmes familles linguistiques, mais aussi il y a cette idée que à la base, les Évènes, c'est vraiment une population d'éleveurs, plutôt, enfin, à dominante d'éleveurs. Tandis que les Koryak, c'est une population à dominante de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, disons. Donc ça, a priori, c'est censé être une distinction importante. Donc moi, par ailleurs, par le passé, j'avais travaillé avec les Gwich'in, qui étaient aussi donc des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, qui méconnaissaient complètement la question de l'élevage. C'était absolument pas leur truc. Là, il se trouve que j'ai commencé ce travail avec les Évènes. Mais la chose, et c'est ce que le livre raconte en réalité, c'est que ces Évènes qui étaient éleveurs de rennes, donc qui nomadisaient par famille, ils avaient entre 10 et 15 rennes par famille. Au moment de la collectivisation, tous les rennes ont été rassemblés dans des immenses troupeaux de 1500 à 2000 bêtes. Ils sont devenus les bergers des rennes qui finalement n'étaient plus les leurs. Ces Évènes, le clan avec lequel moi j'ai travaillé, donc ces Évènes qui ont décidé de partir, pour partir, ils ont dû abandonner l'élevage de rennes. Donc partir a signifié pour eux renouer avec un mode de vie peut-être encore plus ancien, basé sur la pêche, la chasse et la cueillette, alors même que depuis des centaines d'années, la dominante de leur économie de vie, disons, c'était véritablement cet élevage. Et de fait, à Tfayan, dans le camp de chasse dans lequel j'ai vécu, il n'y a absolument aucun renne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans la région, parce qu'en fait, il y a donc dans ces familles évènes qui sont encore sédentarisées à Esso, la plupart des hommes continuent de travailler pour des entreprises privées qui, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, ont récupéré les élevages qui appartenaient à l'État, et donc ils emploient des bergers évènes qui, eux, nomadisent 11 mois sur 12 dans toute la région du Bistrinsky, donc très proche en fait de là où vivent cette famille qui, eux, ont repris un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette. Et donc, évidemment, ils ont des échanges, ils sont cousins, etc. Est-ce que ce que vos premiers mots révèlent peut-être aussi en creux, c'est une question, celle de la politique assimilatrice qui a été menée par l'Union soviétique dans cette région auprès de ces populations. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez en dessiner les traits saillants de cette politique assimilatrice et non pas émancipatrice? Quels effets, malheureusement, elle a pu avoir sur leur manière d'être, leur rapport au monde? Quand vous parlez, par exemple, des rennes, quand on est gardien d'un troupeau de plusieurs milliers de bêtes, j'imagine qu'on n'a pas le même rapport à l'animal que quand on vivait avec un troupeau d'une dizaine de têtes qu'on connaissait intimement.
Oui, non, mais votre lapsus est vraiment révélateur parce que c'est comme ça que ça a été promu finalement comme une émancipation des peuples autochtones par et grâce à leur culture, qui part et grâce à leur culture spécifique et à leur langue spécifique, à leur manière de danser, de chanter, de fabriquer des outils traditionnels, des vêtements traditionnels, aller participer au projet collectif social soviétique. Donc ça va vraiment être dans les grandes lignes parce que sinon c'est un petit peu voilà, je vous renvoie au livre, mais l'idée, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que la première chose qui nous est arrivée à mon collègue Charles Stepanov et moi lorsque justement dans cette soirée avec ce Nikolai qui nous a parlé de cette famille marginale, c'était cette idée. Ce qu'il a dit, c'est ils sont repartis. Ils vivent de manière plus autonome que nous, mais ils ont abandonné leur culture. Alors ça, c'était vraiment très, très étonnant, parce que du coup, on pourrait se dire a priori, s'ils ont renoué avec des pratiques de chasse, de pêche et aussi des pratiques chamaniques, comme peut-être on en parlera après, des pratiques oniriques, etc., à quel moment ils ont perdu leur culture? Eh bien si, en réalité, parce que la manière dont les Évènes et tous les peuples, d'ailleurs en Russie en général, ont été assimilés à l'État, ça a été vraiment de participer au projet par leur diversité propre. C'était l'idée de une nation unie vers le projet socialiste. Le projet socialiste ne s'entendra que par la diversité des cultures. Donc sur la forme, c'est très très beau. C'est ce qu'on souhaiterait. C'est la vieille idée de l'international, mais en réalité, cette forme n'était qu'une forme parce que les droits d'usage, évidemment, ont complètement été retirés aux autochtones, et de même leur manière, là si on prend l'exemple des Évènes, de penser et de pratiquer la domestication, a été complètement sapé pour arriver à un mode de gestion des animaux qui était implémenté depuis le haut, pensé par des techniciens de l'élevage qui finalement arrivaient clé en main avec le projet d'élevage tel qu'il devait être, et donc finalement les bergers devenaient des gestionnaires d'une ressource. Donc les rennes n'avaient jamais été une ressource, c'est des animaux avec lesquels on avait des relations interspécifiques très très fortes, d'habituation, etc. Là d'un seul coup, ces animaux devenaient une ressource à gérer. Donc évidemment, même si sur la forme, encore une fois sur le papier, quand vous voyez à l'heure actuelle des bergers évènes qui suivent leurs rennes, même si c'est des très grands troupeaux maintenant, vous vous dites ils vivent comme avant. Oui, ils dorment en yourte, ils gardent à ski, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé, qui est que c'est impossible d'avoir le même type de relation avec un troupeau de 1500 à 2000 bêtes qu'avec 10 à 15 bêtes. Il y a vraiment cet effet de masse, en fait, où on voit des relations entre humains et non-humains se transformer entre des humains qui gèrent une ressource, finalement, qui n'est plus animée comme elle avait pu l'être par le passé. Et finalement, l'effondrement de l'Union soviétique n'a fait que durcir des tendances lourdes. Cette promotion des cultures, de la diversité des cultures, c'est une sorte de folklorisation coupée de l'expérience intime et une manière d'être au monde qui était celle des Évènes jusqu'à présent. Oui, disons que donc si vous voyagez au Kamchatka, dans n'importe lequel de ces villages, vous aurez l'occasion de voir
des événements qui se produisent sur des scènes de danse, de théâtre. Donc par ailleurs, ces danses et ces chants ont été, c'est la même chose que pour l'élevage, hein, mais ont été vraiment cadrés par des scénographes qui venaient du ballet russe, parce qu'il fallait quand même que ça soit bien symétrique et rangé, tout ça. Donc c'est très très étonnant, notamment lorsque vous voyez les danses en groupe qui finalement se pratiquaient à l'époque sous des formes rituelles. Mais là, l'idée, c'est vraiment de présenter et représenter la culture face à un public extérieur. Donc oui, a priori, tout est là, sauf qu'en réalité, derrière les relations dont ces danses parlent entre, par exemple, des humains et des rennes, des humains et des ours, des humains et des loups, etc., n'existent plus du tout du point de vue de la pratique. Et votre expérience précédente, justement en Alaska, chez les Gwich'in, vous permet, dans toute la première partie du livre, de dresser une sorte de miroir, d'effet de miroir entre les deux côtés du détroit de Bering, et de voir qu'effectivement, ces politiques d'assimilation ne se sont pas du tout déroulées de la même manière de part et d'autre, côté américain ou côté russe, qu'elles n'ont pas eu les mêmes effets. Est-ce que vous voulez dire quelques mots des différences, des points saillants? Oui, alors, je pense que si j'ai été à même de réaliser en fait que la manière dont les événements parlaient de leur culture était teintée, empreinte d'une question politique et gouvernementale qu'il fallait qu'ils répondent à une certaine attente, c'est parce que finalement, côté Alaska, ça avait été très très différent. En réalité, en Alaska, les danses, les chants, les habits traditionnels, tout ça a largement disparu des villages dans lesquels continuent d'habiter les autochtones. On retrouve les traces de ces objets, entre guillemets, dans les musées des villes alaskiennes, mais dans les villages, il y a vraiment très très peu de choses. Moi, j'ai mis énormément de temps en Alaska à finalement réussir à leur faire parler de leur culture, entre guillemets. Et notamment, moi, je m'intéressais aux questions d'animisme, et c'était des choses qui... Toute la première partie de mon terrain était complètement passée sous silence. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Par contre, de quoi on me parlait? On me parlait de la question de la nature, avec un grand N, et donc de la double problématique de... Il y a des parcs nationaux qui se créent juste aux frontières de notre village et on ne peut plus chasser. Et il y a aussi des prospecteurs pétroliers qui viennent creuser à quelques dizaines de kilomètres de notre village. Et là encore, on ne peut plus accéder à ce qui nous fait vivre. Donc vraiment cette dualité de la nature occidentale entre exploitation d'un côté, protection de l'autre. Et évidemment, face à ça, les droits d'usage autochtones qui, une fois encore, disparaissent complètement. Donc, dans toutes les réunions, les débats, les rencontres Gwich'in auxquelles j'ai pu assister, vraiment la question qui revenait sur le devant de la scène perpétuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette idée de nature et comment on s'y relie. Et finalement, ça m'est apparu encore plus clairement au Kamtchatka, parce que là, c'était finalement les gens. Alors la nature ne parlait absolument pas, c'était comme si ça n'existait pas. Par contre, la culture, ça, c'était quelque chose sur lequel ils étaient habitués à deviser, etc. Donc j'ai émis cette hypothèse qui est évidemment bien trop... structurelle, mais je pense qu'elle marche du point de vue des politiques d'assimilation, que du côté russe, finalement, les autochtones avaient été assimilés à l'État par
Et grâce à cette idée de culture qui a été véhiculée et dont ils ont dû se ressaisir, quand du côté américain, c'est l'idée de nature qui a été plus prégnante, disons, cette assimilation à l'idée de nature. Et on retrouve bien d'ailleurs aussi, certains autochtones en Alaska vont être, donc les Gwich'in, plutôt du côté assimilé à l'idée de la nature qu'il faut protéger, la nature wilderness, la nature sauvage. Et donc leur discours cosmologique, culturel, instrumentalisé par les écologistes pour servir cette idée-là, quand vous avez au nord des Inupiats, par exemple, qui, eux, vont être instrumentalisés par les prospecteurs pétroliers, parce que, regardez, ces autochtones-là, ils ont très très bien compris que pour survivre, il fallait exploiter le pétrole, etc. Ils ont bien compris que finalement, l'argent qu'ils auraient des rentes, eh bien, avec ça, ils pourraient faire des routes, des écoles, etc. Donc, eux, c'est cette même idée de la nature, mais d'un côté la nature ressource, d'un côté la nature sanctuaire, disons. Mais voilà, à chaque fois, une même nécessité d'intégrer un concept qui n'était pas présent en fait dans leur propre manière d'être au monde. Et après, donc voilà, donc il y a cette bon, moi, ça m'a assez amusée parce que évidemment, le fait que quelque part dans les politiques d'assimilation de part et d'autre du détroit se reproduise le grand partage entre nature et culture, avec des options, finalement des options politiques choisies de comment assimiler mieux les autochtones, mais on voit bien que d'un côté comme de l'autre, on retombe toujours sur la même problématique, les relations concrètes, les droits d'usage, tout ça vole en éclats. Et donc tout l'objet du livre, je pense, c'est une fois qu'on a posé ce constat, de montrer qu'en fait, il échoue complètement, ça ne marche pas. Et que c'était déjà le cas pour les âmes sauvages, il y a des collectifs en fait qui inconsciemment évidemment, mais ont pour survivre en réalité complètement explosé ces cases dans lesquelles ils avaient été forcés pour reprendre d'autres manières de vivre. Alors approchons-nous, si vous êtes d'accord maintenant, de ce collectif en question, celui que vous êtes allé fréquenter durant 7 ans, c'est ça ? 8 ans de terrain. Et la fameuse Daria, qui est on peut dire le personnage principal de votre livre, qui occupe une place centrale, qui est celle à laquelle vous devez sans doute le plus de connaissances sur ce collectif, mais aussi sur leur manière d'être et de vivre, mais aussi presque un rapport, j'ai l'impression, filial que vous avez pu avoir et que vous pouvez avoir avec elle. Comment se sont passés les premiers instants de rencontre ? Parce que j'imagine que pour un collectif qui avait choisi de s'en aller, d'aller vivre en forêt, voir débarquer une anthropologue occidentale du jour au lendemain, ce n'était pas forcément évident. Oui, alors ça, et surtout que ce premier terrain exploratoire, j'étais pas toute seule, j'étais avec Charles Stepanov, vraiment le tout premier terrain où donc Charles Stepanov, qui est spécialiste des Tuvas en Sibérie. Donc ce tout premier terrain, on était ensemble, donc on a rencontré Daria ensemble. Ça a été vraiment un moment assez fondateur et important pour moi, parce qu'en réalité, lorsqu'on est arrivé dans la région d'Itcha, puisqu'on savait qu'ils étaient là, etc., on a réussi, après un assez long voyage, à débarquer dans un camp de base de ravitaillement des éleveurs de rennes qui migraient dans la région du parc national du Bistrinsky, qui était aussi un lieu où des botanistes volontaires venaient faire des inventaires de plantes. Et là, il y avait Andrei, un métis Even et Coriac, qui nous a accueillis pendant plusieurs semaines.
et qui, après nous avoir investigué, entre guillemets, parce que comme souvent sur un terrain, ça se passe, on croit toujours, on va arriver et poser des questions, mais non, en réalité, c'est les gens qui vous posent des questions parce qu'ils veulent savoir qui vous êtes et si vous êtes digne d'intérêt. Donc en réalité, il nous a fait parler pendant de nombreux jours. Et au bout d'une semaine, il a décidé d'appeler. Donc, il y a une radio en fait qui relie tous les camps de chasse de la rivière Itcha. Il a décidé de les appeler pour leur dire écoutez, il y a 2 personnes qui sont là, c'est des anthropologues, ils aimeraient vraiment vous rencontrer. Et la réponse a été non. La réponse a été non, en fait on veut pas d'anthropologue, d'ailleurs on veut personne. Donc ça a été un premier choc, et en même temps que dire, enfin j'étais la première à comprendre quelque part, c'est évident, et ça démontre aussi l'arrogance en fait qu'on a, nous autres, occidentaux, anthropologues ou pas, mais quelque part à penser que parce qu'on arrive quelque part, on va forcément être accueillis. Et moi, sur le moment, même si c'était triste, j'ai trouvé ça très beau, ce non, finalement, parce que c'est un peu comme des enfants gâtés qui arrivent à un endroit et qui s'attendent à ce que tout leur tombe dans la bouche, et puis non, ça se passe pas comme ça. Donc on a fait le deuil, et pendant quelques jours on s'est dit ça ne sera pas, ils existent, mais en fait on les rencontrera pas, et on va travailler avec les éleveurs de rennes. Et Charles était très content parce que lui il travaille sur la domestication, mais moi c'était vraiment pas mon truc disons, mais on s'est fait une raison. Finalement, au bout de quelques jours, on a continué d'avoir de très belles discussions avec Andrei, qui par ailleurs était sculpteur d'ailleurs. Et donc de discussions autour du feu pendant qu'il sculptait, etc. Un matin, il s'est réveillé, il nous a dit j'ai changé d'avis, je pense qu'ils perdent à pas vous rencontrer, je vous emmène, je vais vous déposer dans un camp de chasse, et en fait ils vont être poussés par la curiosité, et là ils vont forcément venir vous rencontrer, mais c'est eux qui viendront. Et donc ça s'est passé comme ça, et on est arrivé dans le premier camp de chasse de la rivière Itcha, au Black Hatchan. Et comme il nous a laissés là, et au bout de quelques jours, l'un des frères de Daria, qu'on ne connaissait pas encore, est venu et en fait nous a dit venez, en fait je vous amène, on va chez moi. Et de fil en aiguille, de yourte en yourte entre guillemets, avec beaucoup d'attentes, etc., on a fini par arriver jusqu'à Tfayan, qui est le camp de chasse où Daria vivait. Et je vais juste finir en disant que ce qui a scellé la rencontre, ou ce qui l'a initié véritablement, c'est que donc on venait d'arriver à Tfayan et de faire la rencontre de Daria, et le lendemain matin, lorsqu'on s'est réveillé, il n'y avait plus personne dans le camp de chasse, et on a appris que la mère, finalement, de tous les enfants de cette famille, ils sont 8, qui ont différents camps de chasse, venait de mourir. Mère qui était, selon les dires des frères qu'on avait rencontrés les jours précédents, la mémoire de la famille qu'il fallait, s'il y avait une personne à qui il fallait qu'on parle, c'était elle. Et elle est morte au moment où nous on est arrivés. Donc là, vous imaginez le sentiment de culpabilité, même si on n'y croit pas, c'est quand même très difficile de pas se dire ils avaient dit non. C'est des gens qui croient, qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible quand il y a des nouvelles présences qui arrivent sur un territoire. Là, on arrive sur le territoire, elle meurt. C'était en tout cas pour moi, je l'ai vécu d'une manière assez c'était troublant et déroutant, et je me suis dit là on va se faire complètement éjecter du lieu, c'est sûr. Et finalement ça a été tout l'inverse qui s'est passé. C'est Daria qui nous a dit vous étiez là, il y a une raison à ça, donc vous allez venir enterrer même mai avec nous. Donc on s'est retrouvés
en fait, a rencontré finalement tous les membres de cette famille que moi, il allait me falloir des années ensuite pour revoir, et a enterré cette dame qu'on ne connaissait pas. Et ça a été finalement l'amorce d'une amitié très très forte par la suite avec Daria. Et justement, parlez-nous un petit peu de Daria, ne serait-ce même qu'en termes biographiques. Qui est-elle, cette Daria? Quel était son parcours de vie au moment où vous l'avez rencontrée pour la première fois? Alors Daria, elle est née, à l'heure actuelle, elle a 71 ans. Donc, elle est née en période. Donc, ses parents étaient éleveurs de rennes. Donc, c'était déjà pendant la collectivisation. Ils nomadisaient avec des grands troupeaux. Mais ils étaient vraiment déjà dans la région. Ils étaient dans cette même région d'Itcha. Elle est née dans une yourte en période de nomadisation avec les rennes. Et à l'âge de 5 ans, toute sa famille a été finalement déplacée, entre guillemets, dans un kolkhoz avancé dans la forêt qui était Tfayan, qui était donc une petite ferme d'État où il y avait des vaches, des poules, des cochons, une poste, un tracteur, des jardins, beaucoup de pommes de terre. Et en fait, donc ce village, cette ferme servait de ravitaillement pour les éleveurs de rennes qui nomadisaient. Elle a vécu dans ce village jusqu'à ses 7 ans. Et à 7 ans, elle a été envoyée, comme tous les enfants à l'époque, envoyée à l'internat à Kluchi, qui est maintenant une ville, qui est une petite ville militaire de l'autre côté de la péninsule du Kamchatka. Là, elle a déclenché, encore une fois, comme beaucoup d'enfants qui étaient déportés, une tuberculose de laquelle elle a failli mourir. Elle a dû désapprendre, elle n'a pas désappris sa langue, mais elle a dû apprendre le russe avec des méthodes très peu ou très modernes. Voilà. Et ensuite, elle était renvoyée finalement tous les étés pendant 4 mois au troupeau en hélicoptère pour aider ses parents avec l'élevage, etc. Donc finalement, 4 mois au troupeau et le reste de l'année en internat. Ensuite, elle a emménagé après ses études à Esso. Elle était pharmacienne, donc vous voyez tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a vécu avec un premier mari qui est mort sous les lames d'une moissonneuse-batteuse dans le kolkhoz d'Esso, puis avec un second mari. Là, c'était au moment où tout s'est effondré. En réalité, au Kamchatka, dans tout l'Est, ça a commencé bien avant 91. En 89, il y avait déjà plus rien. La pharmacie était vide, les magasins étaient vides. Et à ce moment-là, elle raconte que donc sa mère, celle qui est morte au début de l'histoire, elle était restée en forêt, et Daria raconte qu'elle avait un rêve récurrent, lancinant, qui l'a habité toute sa vie, où elle voyait la forêt, la rivière, les animaux, etc., qui l'appelaient, mais finalement elle ne pouvait pas se résoudre à retourner sur les territoires, les lieux de son enfance, parce que ses enfants étaient à l'école. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui croit d'ailleurs toujours à l'école, à l'idée que c'était important que ses enfants maîtrisent les codes des deux mondes. Elle était très très ferme là-dessus, et donc elle a voulu tenir dans une forme d'entre-deux comme ça jusqu'au dernier moment. Et au moment où vraiment économiquement ça tenait plus, c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit je vais suivre finalement le rêve qu'elle réprimait. Elle a décidé de le suivre et de repartir en forêt avec ses enfants. Voilà.
venez d'évoquer le rêve, on va y revenir, mais peut-être juste avant de parler des rêves, une question. C'est ce collectif qui choisit donc fin des années 80 de regagner la forêt et de quitter la ville des Sceaux. Il se retrouve pourtant aujourd'hui et depuis des années totalement impacté par le monde extérieur et par les effets d'un monde lointain, puisqu'ils sont soumis de plein fouet à la crise écologique en cours. On peut même dire que c'est presque un laboratoire de la crise écologique, tel qu'on commence, nous, à peine à en subir les effets depuis 1 ou 2 étés, en tout cas de manière extrêmement évidente. Même le président de la République ne peut plus le nier, visiblement. Et ils sont aussi impactés même dans leur mode de subsistance, puisque l'économie qu'ils sont amenés à mettre en œuvre au quotidien et les échanges sont totalement soumis finalement, en partie soumis aux manières de consommer, aux manières d'être de gens qui vivent très très loin. Il y a une dimension absolument ironique et cruelle dans cet état de fait. Oui, disons ça, c'est un pan de l'histoire dont j'aurais pu choisir dans le livre de ne pas parler. D'ailleurs, je me suis vraiment posé la question parce que globalement, ils vivent véritablement, principalement de pêche, de chasse et de cueillette, et aussi d'un petit peu de jardinage. Mais ça m'a pas semblé pertinent de passer ça sous silence, parce que justement ça montre bien les zones grises dans lesquelles on se meut tous, et aussi on a cette manière récurrente d'idéaliser et les autochtones et l'idée d'un retour à la forêt, une espèce d'âge, comme un espèce d'âge d'or perdu. Et en réalité, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, et c'est pas grave que ça soit plus complexe, en fait. C'est justement dans ces compositions, recompositions, ces tentatives et ces échecs que, pour moi, se trouve la force et la beauté du choix qu'ils ont fait. Et juste avant de répondre à la question, justement, ce retour en forêt, c'est pas un retour aux origines, parce que, comme je vous l'ai dit au début, déjà c'est un collectif d'éleveurs de rennes. Donc, en fait, à quelles origines ils retournent s'ils ne retournent même pas à l'élevage de rennes? Et par ailleurs, retour en forêt, mais à une vie sédentaire dans un camp de chasse. Un camp de chasse qui, en plus, était un ancien kolkhoz, parce que donc c'est Tfayan, ce fameux Tfayan où Daria a grandi, c'était un kolkhoz. Dans les années 60, il s'est effondré. Il est en ruine. Par ailleurs, la rivière est rentrée en crue, a tout ravagé. Il reste vraiment que des ruines. C'est là que Daria revient. Donc, elle revient sur les ruines d'une tentative politique qui a échoué, au moment où la grande tentative échoue elle aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce lien entre la question politique et le fait de réinventer un mode de vie qui est autre, et par ailleurs les techniques de chasse, de pêche, de cueillette et aussi de dialogue onirique avec les êtres et entités, tout ça, elle doit le réinventer, parce qu'en plus, il n'y a plus de chamans. C'est-à-dire que les chamans ont été décimés. Le dernier chaman est mort dans les années 60. Donc, chez les Évènes, les spécialistes de la diplomatie de l'invisible, disons, c'était les chamans. C'était vraiment, comme l'a montré Stepanov, c'était très hiérarchique. C'était des choses qui étaient transmises de génération de chaman en génération de chaman. Vous ne deveniez pas comme ça chaman parce que vous aviez des capacités à voyager dans l'invisible. C'était pas ça. Mais donc eux, ils n'ont plus personne, et donc ils doivent tout réinventer. Parce que, si vous commencez à vivre dans la forêt, dans un camp de chasse, et qu'il vous faut vous relier aux animaux qui peuplent votre monde, il faut développer ou redévelopper des capacités de dialogue, entre guillemets, avec ces animaux. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension, pour moi, très, très importante de création, de recréation, finalement, d'un monde où on n'est pas du tout dans
dans un retour à la terre originelle, etc. Délier des problématiques actuelles, pas du tout. Donc comme vous l'avez dit, voilà, il y a la question climatique qui de fait sape, alors ça c'est partout pareil, hein, mais qui sape complètement cette idée de... Juste d'ailleurs pour donner une idée aux auditeurs, elle se traduit comment concrètement, par exemple, la crise climatique pour eux c'est assez simple. Enfin, c'est les méga-feux, c'est les saumons qui sont vraiment à la base de leur alimentation qui ne remontent plus les mêmes rivières ou qui ne remontent plus les rivières. C'est des crues incroyables. C'est des amplitudes de température très très grandes et très rapprochées dans le temps. Parce qu'il y a toujours eu des hivers plutôt chauds, des hivers plutôt froids, mais là, si vous voulez, vous avez des hivers où il va faire moins 40 un jour, plus 5 le lendemain, et à nouveau moins 30 le surlendemain. Donc au niveau de tout ce qui peuple le monde, ça détraque complètement tout, et notamment sur une terre qui dégèle puis qui regèle derrière. Les animaux les herbivores notamment ne peuvent plus se nourrir. C'est qu'il y a une couche de glace sur la terre qui ne peuvent pas gratter pour se nourrir. Donc il y a vraiment des famines entre guillemets qui sont très très visibles chez certaines espèces, notamment voilà les herbivores, mais aussi les ours. La question du saumon, enfin la raison pour laquelle les ours se rapprochent des villages, c'est aussi parce qu'il y a de moins en moins à manger dans les forêts. Donc tout ça, évidemment, quand vous dépendez intégralement ou presque de ce qui vous entoure, c'est pas juste une idée, le changement climatique, c'est demain concrètement est-ce qu'on peut manger ou pas. Donc ça remet aussi, disons, les idées en place, notamment, enfin moi il y a 15 ans quand j'ai commencé à travailler en Alaska sur des questions, j'avais pas prévu de travailler sur le changement climatique, moi je voulais travailler sur l'animisme, mais il se trouve que les gens ne parlaient que de ça, et à l'époque en sciences humaines, en fait personne n'en parlait, et il y avait encore énormément de discours climato-sceptiques, et ça a été vraiment, enfin pour moi très important de réaliser à quel point les gens qui étaient aux prises avec un environnement spécifique, vivaient un monde en train de se déliter complètement, et ça avait un impact direct sur en fait comment on va survivre demain, tout simplement. Et donc maintenant, désolée, j'ai fait des excursus, mais la question de l'économie, voilà, c'est pareil. J'aurais pu ne pas adresser cette question, mais oui, de fait, ils ont des bourranes, donc c'est des motoneiges très très anciennes, mais qui continuent de réparer, et quand il y en a, ils mettent de l'essence dedans. Ils ont des bateaux à fond plat pour la rivière en été, enfin en fait, en réalité mais quand même, pareil, où il faut mettre de l'essence dedans pour que ça marche. Il y a du sucre, il y a du tabac, il y a de la farine. Toutes ces choses qui arrivent en forêt, elles doivent bien être payées. Et en l'occurrence, eux n'ont absolument pas d'allocation, comme ça pouvait être le cas côté américain. Donc d'où l'argent venait-il? Et même si, encore une fois, c'était vraiment mineur, voilà, là je vous ai à peu près nommé et du thé, mais ça, s'il n'y en a pas, il y en a dehors, entre guillemets, mais c'est tout, mais quand même. Et donc en réalité, je me suis rendu compte que même si ils avaient une relation véritablement animiste au monde, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de pratiques diurnes et nocturnes pour dialoguer avec les animaux, etc., de rituels qui perduraient. En fait, il y avait une contradiction qui était passée sous silence par eux, qui était que pour gagner de l'argent, ils braconnaient. Parce que c'est la seule manière en fait de gagner de l'argent, c'est-à-dire de sortir des produits dits de luxe de la forêt pour les envoyer vers les villes qui apprécient ce type de produits. Donc au premier rang desquels on trouve la fourrure de zibeline,
zibeline. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très connu, parce que la chasse à la zibeline, on suit bien le front colonial russe qui va vers l'est comme ça, avec la disparition des zibelines au fur et à mesure. Le commerce de fourrure est vraiment très florissant, et encore à l'heure actuelle en Russie. Et le caviar de saumon. Ça, c'est vraiment les deux produits principaux qu'il braconne. Et évidemment, ça pose des questions d'ordre, de justesse cosmologique très très complexe, parce que d'un côté vous devez rendre hommage à chaque saumon que vous tuez, et de le tuer de la bonne manière et de le préparer de la bonne manière, parce que sinon vous savez que les saumons ne reviendront pas l'année prochaine, parce que l'idée c'est tout le temps de permettre que les animaux reviennent l'année prochaine. Donc pour ça, il faut qu'un dialogue se perpétue. Et en même temps, braconner du saumon, concrètement, c'est quoi ? C'est en fait rassembler, attraper dans une grande nasse le plus de saumon possible, les éventrer, prendre le caviar, et en fait, il y en a tellement que vous pouvez pas les préparer. Il n'y a pas assez de main d'œuvre, il n'y a personne qui peut vous aider à faire quoi que ce soit. Donc c'est laisser une centaine, 200 corps de saumon, et les mâles évidemment sont laissés sur le bord de la berge. Et à ce sujet-là, il y avait moi ça m'avait paru assez drôle, mais une espèce de blague justement de comment on s'arrange avec sa cosmologie, qui était que quand je me suis rendu compte de ça, le fils de Daria, Ivan, m'avait dit, je lui dis mais tu peux pas faire ça, tu peux pas me raconter tout ce que tu me racontes et là laisser tous ces saumons sur le bord du chemin quelque part. Et là il m'avait dit, ah non mais ça c'est notre cadeau pour les ours. Comment du coup les justifications animistes a posteriori, mais voilà, ça montre bien un petit peu les zones grises dans lesquelles ils naviguent et les problématiques dans lesquelles ils sont. Ouais. S'il est si important de réapprendre à rêver alors qu'il n'y a plus de chaman, c'est que le rêve a un statut chez les Évennes qui est très, très différent de ce que nous, on entend ici par rêve. Ici, le rêve, c'est souvent le rêve souvenir ou le rêve désir ou le rêve fantasme, c'est souvent une projection, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, quand vous racontez vos rêves le matin à Daria, elle a une remarque assez amusante sur le fait qu'en fait, il ne s'est rien passé dans le rêve que vous lui décrivez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce statut du rêve chez les Évennes et de la place quotidienne et de sa dimension performative aussi ? Oui, parce qu'en fait, il y a cette idée que, alors, quand elle dit, c'est très intéressant ton rêve, mais il s'est rien passé. En fait, la suite de la phrase, c'est il s'est rien passé parce que tu as tourné à l'intérieur de toi-même. Et je trouvais cette phrase vraiment tellement juste et révélatrice du type de rêve qu'on est habitué de faire en Occident, et surtout aussi qu'on a formalisé dans les sciences à l'heure actuelle, et depuis la fin du Moyen-Âge, pour le dire grossièrement, le rêve n'est plus un transport, n'est plus un voyage, n'est plus une rencontre possible. Il n'y a rien qui sort du corps. Le rêve, c'est un processus psychique qui ne sort pas de notre cerveau et de notre corps. C'est nous qui projetons des images en boucle qui viennent, soit de nos souvenirs, soit de notre inconscient, etc. Mais à aucun moment quelque chose sort. Donc ce rêve projectif, moi ça m'a paru important de dire, c'est pas qu'il n'existe pas chez les Évennes, évidemment qu'il existe. Ça c'est vraiment le type de rêve le plus simple, disons, mais c'est que c'est pas le rêve qui est souhaité, désiré, recherché. En fait, il n'y a pas du tout cette idée que nous on peut avoir
voilà, avec une idée psychanalytique ou pas, mais de se réveiller au matin et d'essayer d'analyser ce qui nous est arrivé, mais pour se comprendre mieux soi-même, ça ne les intéresse pas, parce que justement, il y a dit que y a aucune altérité qui a pu percoler en nous cette nuit-là, donc ce n'est pas intéressant. À l'inverse de ce que nous, les pratiques qu'on peut avoir. Donc le rêve recherché, c'est vraiment un rêve où quelque chose est réputé sortir, donc ça peut, quelque chose comme l'âme, mais enfin le terme est réputé sortir du corps pour aller à la rencontre d'autres âmes qui sont elles aussi en train de rêver ou de vous rêver. Et dans cette rencontre, il va y avoir des éléments d'altérité qui vont être déposés. Ça veut dire que si vous allez rêver avec un ours, avec une oie sauvage, avec un cheval, avec un renne, ce que vous voulez, il y a des choses qui viennent de cet être-là, d'une autre espèce que la vôtre, qui vont être déposées en vous, dont au réveil, vous allez vous souvenir. Et donc c'est un souvenir qui ne vient pas de vous, mais qui vient du monde extérieur. Et ça, ce sont les rêves qui sont très recherchés. Néanmoins, ce que les événements racontent, c'est que c'est très difficile de faire ce type de rêve. Et en fait, il est très difficile de rêver de manière anémique, c'est-à-dire que quelque chose sort chez soi. Donc généralement, Daria raconte, moi, si j'ai besoin de rêver, je peux pas être à Tfayane. Pourtant, elle vit dans une yourte, dans un camp de chasse au fin fond de la forêt. Mais c'est chez elle. Donc c'est sa zone de confort. Donc elle dit, moi, quand j'ai besoin de rêver, je vais chez ma sœur. Je vais dans le camp de chasse de Drakoun, ou je vais dans un camp de chasse plus au sud, à Tulkachan, et je me mets en disposition finalement de vulnérabilité, parce que c'est seulement à ce moment-là que des brèches peuvent s'ouvrir et que quelque chose peut sortir. Et ça m'a paru très intéressant, parce que j'avais beaucoup moins conceptualisé la question dans les âmes sauvages, mais il y avait vraiment le même type de discours chez les Gwich'in, qui, quand Clarence disait dans le village, il y a trop de bruit, il y a trop d'humains, il y a trop de bruit, j'arrive pas à rêver. Si je dois rêver, je prends ma tente sur le dos, je pars en forêt, j'y reste plusieurs jours, et là, il peut se passer quelque chose. Donc voilà, il y a déjà cette idée que pour bien rêver, il faut déjà se déplacer soi-même, et c'est-à-dire physiquement. Et juste pour éclairer un petit peu plus cette question du rêve, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce temps du rêve, en fait, il réouvre un autre temps qui est encore plus ancien, finalement, qui est ce que moi j'ai appelé le temps du mythe, qui est en fait un temps, mais qui est présent mais partout dans le Grand Nord, qui raconte finalement ce moment de la spéciation, c'est-à-dire ce moment où les espèces telles qu'on les connaît à l'heure actuelle deviennent ce qu'elles sont. Le loup devient le loup, le caribou devient le caribou, le lapin, etc. C'est l'histoire qui raconte comment cette spéciation s'est faite. Et en amont de cette spéciation, ce qu'il y avait, c'était un monde, et d'ailleurs toutes les histoires animistes commencent toujours par cette phrase, en ce temps-là, les humains et les animaux parlaient la même langue et tous se comprenaient. Donc c'est un temps où finalement les frontières entre les espèces étaient pas très bien établies, les dispositions psychiques, physiques étaient pas très bien établies, les langues non plus, et donc il y avait finalement une compréhension possible entre les uns et les autres. Et c'est grâce à ce dialogue interspécifique perpétuel, et c'est uniquement ça que racontent ces histoires du temps du mythe, que finalement chacun a pu s'individuer et devenir ce qu'il est. Sauf que le problème, quand vous vivez dans un monde au contact de tous ces animaux différents, mais que pourtant il faut bien chasser concrètement, c'est que nos corps, nos dispositions physiques ne nous permettent plus de dialoguer. On parle plus la même langue. Donc il faut retrouver des moments en fait des moments où ce dialogue est possible. Et pour ça, il n'y a pas 1000 manières.
il y a deux manières principales. La première, c'est le rituel, par le truchement du chaman et du rituel qui va dialoguer avec des esprits animaux dans certaines circonstances parce qu'on a besoin d'avoir certaines données sur qu'est-ce qui se passe dans le monde des autres. Mais là, évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de chaman, donc exit cette option-là. Deuxième option, la vie onirique, où finalement, il est possible, à certains moments, dans certaines circonstances, etc., de réouvrir dans le temps du rêve quelque chose qui est de l'ordre du temps du mythe, de ce temps où tout le monde se comprenait. Parce que, voilà, et après j'espère que vous me suivez, parce que le corps, en fait le corps en s'endormant, finalement fait que cette autre chose qui peut sortir s'affranchit de ces dispositions d'espèces. C'est vraiment ça l'idée de base. Il y a quelque chose qui s'affranchit de ces dispositions d'espèces pendant qu'on est en sommeil, et donc qui peut être perméable à cette altérité, et qui, au réveil, lorsque ça se réincarne à l'intérieur, finalement le corps, lui, là, spécifié, individué, peut se souvenir de ces fragments d'altérité qui ont été déposés en lui. Donc c'est vraiment ça, c'est voilà, c'est un petit peu la base de cette idée. J'espère que vous m'avez suivi. Je sais que c'est un peu. Absolument. Mais voilà. Je voudrais revenir parce que je vois que l'heure tourne. Évidemment, on n'aura pas du tout le temps d'évoquer les très 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 nombreux aspects de ce livre qui est foisonnant, qui est passionnant, qui est extrêmement riche, mais vous avez tout à l'heure ironisé sur l'arrogance d'enfant gâté que certains anthropologues pourraient avoir en venant voir les événements, par exemple, et en venant prendre ce qu'ils ont à y prendre pour pouvoir y mener leurs travaux. Comment on fait, voilà, quand on est anthropologue aujourd'hui, quels sont les procédés d'écriture, les prudences, les barrières, oui, et je pense que ça passe vraiment par l'écriture, une certaine délicatesse de l'écriture, et aussi une certaine complexité parfois de la forme, puisqu'il y a des passages qui sont des passages très théoriques, purement scientifiques, des passages au contraire qui sont beaucoup plus littéraires et qui rapprochent ce livre de votre livre précédent, Croire aux fauves. Voilà, cette question de la délicatesse de l'anthropologue face à son sujet d'étude. Oui, c'est un peu la grande question, qui est une question à la fois scientifique mais aussi politique, existentielle, enfin qui touche un petit peu tous les différents niveaux enchevêtrés. Moi, j'ai pas la réponse, mais j'essaie de trouver, disons, une réponse. C'est sûr que enfin déjà le geste de croire aux fauves, ça participait déjà de cette idée, c'était de dire justement une forme de réponse à cette arrogance de l'anthropologue qui c'était de voir qu'est-ce qui se passe quand en fait on suit le chemin de l'ethnographie jusqu'au bout et que on met véritablement genoux en terre, on se départit des formes, des structures avec lesquelles, des histoires aussi avec lesquelles on arrive, et on se laisse véritablement pénétrer par cet autre monde. Eh bien, il y a des déplacements qui se créent à ce moment-là, qui sont réels en réalité. C'est-à-dire on peut plus, une fois qu'on a fait ce pas-là, continuer de se croire objectif. Enfin voilà, avec un regard objectif sur le monde qu'on observe et qu'on traduit finalement de manière très fidèle de manière très instrumentale ramener à nos contemporains pour qu'ils aient une connaissance plus ample des cultures du monde. Bon, tout ça, moi, ça me paraît absolument plus possible à l'heure actuelle, parce que ça participe de la même problématique instrumentale qu'on a au monde, qu'il soit humain ou pas. Donc, ma manière de répondre, c'est d'essayer
déjà d'en finir avec cette prétendue posture objective, tout en c'est pas de renoncer à la question de l'histoire et des concepts heuristiques qui peuvent nous aider en fait à démêler le flux de l'expérience, parce que parfois des mots outils et des concepts outils, ça peut nous aider en fait à comprendre des choses. Donc pour moi c'est extrêmement important de ne pas renoncer à ça, mais en même temps c'est de trouver des registres de discours où j'essaie de traduire la voix des gens qui m'ont accueilli chez eux de manière à être plus proche de l'oralité. Par exemple, parce que vous voyez, quand vous avez récolté tous vos discours et ensuite vous allez plaquer un autre discours scientifique sur les mots des gens, donc ça c'est encore une manière de dire finalement moi j'ai une meilleure manière de parler de vous que vous-même. Donc l'idée du cheminement méthodologique à l'Est des rêves, c'est vraiment c'est pas seulement qu'il y a des passages descriptifs, c'est que cette description essaie de rester au plus près de la manière dont les histoires sont racontées par les protagonistes. Par exemple, nous, on a tendance à vouloir tout linéariser et à dire alors en 1962 il s'est passé ça, puis en 65 ça, et puis et à remettre les choses dans l'ordre. Et si j'avais écouté ce que j'avais envie de faire, finalement, j'ai mis plusieurs années pour comprendre c'était quoi cette histoire. J'aurais tout remis dans l'ordre, comme je vous l'ai fait tout à l'heure finalement, parce que c'est plus simple. Et j'aurais tout remis dans l'ordre et je racontais cette histoire de manière linéaire. Mais derrière, elle raconte pas cette histoire comme ça. Elle la raconte, c'est beaucoup plus circulaire finalement. C'est des flashs, c'est des fragments qui reviennent dans des contextes précis, parce que ce qui se passe autour d'elle à ce moment-là lui intime de raconter cette histoire-là et pas une autre. Et donc c'est vraiment un petit peu ce cheminement, donc à l'aide de l'outil littéraire, que j'ai essayé de tenir en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces chapitres qui sont écrits dans des registres très très différents mais qui s'intercalent. Et ensuite, évidemment, le point principal par-delà la forme, même si je pense que de fait c'est une question très importante, c'est ce collectif Even est un collectif marginalisé, par les Even eux-mêmes et par le reste du monde, qui risque de disparaître très bientôt parce que la mine de nickel en amont de la rivière dans laquelle il pêche va avoir de grands jours florissants devant elle avec la transition énergétique. Donc il y a les déchets de cette mine qui sont en train de s'accumuler dans la toundra qui jouxte la rivière Itcha. Cette toundra humide va céder et dans quelques années tout le monde va être intoxiqué. En réalité, c'est ce qui va se passer. Donc, vous voyez un peu le côté vertigineux de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement. Enfin, c'est-à-dire parce que littéralement, ce nickel va se retrouver dans les batteries de nos voitures électriques au détriment de mondes vivants tels que celui-ci. Donc moi, ma manière de faire, c'est de traduire leur voix. En fait, tout simplement, c'est des gens qui ont jamais eu voix au chapitre, c'est-à-dire qui ont été complètement passés sous silence pendant toute la période coloniale et encore à l'heure actuelle. Donc c'est finalement d'utiliser mon outil comme une manière de traduire leur monde, de les transmettre, et pas forcément comme de manière exemplaire, mais parce que je pense qu'ils peuvent, de manière à ce qu'ils puissent résonner en nous. C'est vraiment ça. Qu'il y ait des résonances qui se créent, et puis du coup des déplacements aussi qui peuvent se créer en nous ici, comme ils ont pu se créer en moi sur le terrain. Merci beaucoup Nastasia Martin. Je vous propose qu'on se tourne désormais vers la salle, parce que j'imagine qu'il y aura sans doute des questions dans le public. Il y a des micros, donc n'hésitez surtout pas à lever la main après avoir applaudi.
Merci pour ce bel exposé. Vous avez dit tout à l'heure que Daria avait besoin de rêver. Pour quelle raison a-t-elle ce besoin d'être en lien? Est-ce qu'il y a des motivations métaphysiques? Ça, c'est un point de vue occidental, ou d'autres raisons? Il y a certainement des motivations métaphysiques, mais il y a d'abord des raisons très pratiques. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose qui est propre aux événements, c'est quelque chose qui a été observé, enfin, bon, partout dans le Grand Nord, mais aussi en Amazonie, enfin, dans toutes les poches animistes dans le monde en réalité, où il y a cette idée que pour avoir des pratiques de prédation efficaces, c'est-à-dire pouvoir chasser efficacement les animaux, il faut à la fois comprendre leur comportement et aussi savoir où ils se trouvent. Et donc il y a cette idée que dans les rêves, c'est dans les rêves que les animaux ou l'animal que vous allez chasser va se présenter à vous et va vous dire où il se trouve. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif pour un occidental, de dire mais pourquoi l'animal voudrait finalement se faire tuer et va se révéler à son chasseur. Et bien justement, il y a quelque chose dans cette cosmologie très cyclique en fait, de cette idée que si vous avez observé les bons égards et les bonnes manières de se relier, de dialoguer aux animaux et de leur finalement de faire passer leur âme dans le monde d'après à chaque fois que vous les tuez, etc. Les animaux finalement se présenteront d'eux-mêmes parce qu'ils participent même de ce grand retour du monde incarné au monde de l'invisible. Parce que la mort n'est pas une fin en soi, en fait. Parce que c'est juste un passage d'un état à un autre, et que pour que le monde se reproduise, il faut que ce passage se reproduise. Donc il y a cette idée que vous allez, par exemple Daria, quand elle rêve, elle va rêver, enfin si elle arrive à rêver, parce que c'est pas tout le temps, elle va rêver des saumons ou deux saumons qui vont lui indiquer l'endroit de la rivière où il faut qu'elle aille pêcher au matin. Donc c'est vraiment ça, c'est une question très pratique de prédation. Et donc la chasse ne va pas être la même si vous avez eu un rêve, entre guillemets, si vous avez rêvé avec tel ou tel animal que vous devez chasser, ou si vous n'avez pas rêvé avec. Et souvent va se révéler infructueuse lorsqu'il n'y a pas eu cette connexion-là en amont. Ensuite, il y a une deuxième raison, un peu plus méta, je dirais. C'est cette idée que finalement les êtres humains, ils sont un peu pauvres en monde quelque part, c'est-à-dire comme ils sont beaucoup dans leur tête, c'est ça partout, hein, ils ont une relation moins importante aux grands flux géophysiques, aux éléments autour d'eux que les animaux, par exemple, qui eux savent mieux comment le climat est en train d'évoluer, ce qui est en train de se passer, mais vraiment à l'échelle au-dessus quelque part. Et donc, par exemple, voilà, il y a cette idée que vous allez rêver avec tel ou tel animal qui va pouvoir vous donner des informations sur le changement du temps, par exemple. Ça, c'est l'exemple de Daria qui rêve avec les oies sauvages, qui vole avec les oies sauvages une nuit et qui se réveille au matin et qui dit bon, là, il faut se dépêcher parce qu'elles sont en train de migrer. Elles descendent et donc le temps va changer. Voilà, cette idée de rêver avec un animal qui va vous permettre de vous rendre plus sensible aux grands flux
autour de vous. Et après, bon, mais ça c'est, je sais pas, donc ça c'est pas personnel, c'est vraiment des choses qui m'ont été dites. Après, de manière plus métaphysique, je dirais que oui, il y a vraiment une urgence pour Daria, son collectif, mais aussi tant d'autres collectifs autochtones, qui est de ne pas de tenter de se déconfiner du monde tout humain, trop humain, dans lequel on est sans cesse enfermé. Et le rêve permet ça. Il y a vraiment cette idée de finalement c'est une porte parmi d'autres pour faire entrer des altérités au sein de notre humanité, et ce qui nous permet de peut-être après se positionner de manière plus juste, plus en connaissance de cause, etc. Enfin, mais ça c'est moi qui le dis. Bonjour, je suis étonnée j'ai plusieurs questions. Étonné que sur une population d'à peu près 12 000 personnes, il n'y ait pas un chaman. Ça me paraît étonnant. Et en même temps, quand vous dites ils ont accès à des rêves, ça fait partie quand même de ce que je sais du néo-chamanisme. On va dire que c'est une porte d'entrée. Donc, quelque part, ne pas dire qu'il y a chamanisme et ce dialogue avec les animaux qui en fait partie, c'est... Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question. Il n'y a pas vraiment de question, mais... Si, non, mais alors... d'abord, j'ai pas dit il n'y a plus de chamans chez les Évènes, parce qu'il y a des Évènes en Sibérie, où il y a des chamans. Mais au Kamchatka, le dernier chaman est mort dans les années 60. Donc déjà voilà, et en fait c'est pas que c'est un collectif qui a toujours eu des chamans, d'accord, mais ce que j'ai expliqué, et ça, enfin c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus spécifiquement, mais de nombreux écrits là-dessus, c'est que les Évènes, comme d'autres groupes d'ailleurs, avaient une tradition chamanique qui était vraiment très hiérarchique. C'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas être chaman. C'est pas le cas des Tchouktches, par exemple, ou des Koriyaks. Chez les Tchouktches ou les Koriyaks, il y avait beaucoup plus... c'était une disposition qui était vraiment beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus accessible à tout un chacun. Si vous à un moment donné de votre vie, des capacités commencent à émerger en vous pour dialoguer avec les êtres de l'invisible, vous pouvez devenir chaman. Mais traditionnellement... chez les Évènes, c'était pas le cas. C'était vraiment une certaine catégorie d'individus qui finalement avaient monopolisé la relation à l'invisible. Et donc c'est l'objet d'un des chapitres, justement, c'est une très bonne question dans le livre, c'est que ce qui m'a paru très intéressant, c'est qu'au moment où il retourne vivre en forêt, il faut se relier à nouveau à ces animaux, ces êtres, ces entités, et qu'il n'y a plus les chamans, finalement, ce qui revient, c'est une forme de chamanisme qui est beaucoup plus égalitaire. C'est finalement un chamanisme qui est plus proche de celui des Tchouktches ou des Koriyaks. Alors, moi, je ne m'aventurerai pas de dire il est plus ancien ou plus récent. Évidemment que je me dirais a priori qu'il est plus ancien, mais bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui revient, c'est cette forme de chamanisme beaucoup plus égalitaire, parce que tout le monde... de fait, tout le monde, j'en suis bien l'exemple, même moi, tout le monde peut rêver. Donc ça, moi, ça m'a paru vraiment, extrêmement stimulant, parce que ça casse un peu, encore une fois, ces idées de si c'est du chamanisme comme ça, du coup, rien n'est possible, mais s'il est comme ça, là, peut-être. Non, en réalité, quand tout s'effondre, oui, il y a des capacités qui réémergent en chacun, et la question hiérarchique, de fait, elle est évacuée parce que quelque part, on n'en est plus là, enfin, parce que ça ne marche plus. C'est un peu ce qui est dit aujourd'hui, même chez les Occidentaux, où tout le monde peut avoir ces capacités-là, si elles s'en donnent les moyens. Oui, mais voilà, c'est la deuxième partie de la phrase qui est... c'est ça qui est compliqué. C'est que voilà, on peut tous s'ouvrir à ce genre de choses. A priori, oui. A priori. Et en même temps, nettoyer la nature. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur l'animisme ? C'est une vaste question.
comment dire, des dispositions personnelles, historiques, existentielles qui font que oui, depuis toute petite, j'étais en réalité assez passionnée de peuples autochtones. Je crois que j'ai commencé à lire mes premières petites choses d'anthropologie, je devais avoir 8-9 ans, donc c'est quelque chose quand même qui remonte. Et après, j'avais une relation aux animaux qui m'entouraient qui n'était pas tout à fait moderne, disons. Je leur parlais et puis tout le monde me trouvait un petit peu bizarre et un jour je me suis rendu compte qu'il y avait des populations dans le monde qui trouvaient pas ça bizarre du tout, mais en fait c'était leur vie. Alors je me suis dit tiens, si j'en faisais mon métier. C'est souvent comme ça, une vocation. Non, donc ça a été des rêves d'enfant en réalité, mais de toute façon, vous le savez très bien, enfants, les enfants ont une disposition naturelle quelque part à l'animisme. Ils n'ont aucun problème à parler à leur chat, aux plantes, à la fleur, enfin à tout ce qui les entoure. Et c'est quelque chose qui est finalement assez évident pour eux. Et puis à un moment donné, on grandit et là, il y a quelque chose qui se ferme. Et aussi, on vous explique que ça n'existe pas, qu'on ne peut pas parler aux animaux, qu'on ne peut pas parler aux esprits, que d'ailleurs il n'y a pas d'esprit, et on devient adulte. Mais ça, c'est dans notre monde. Et finalement, il y a d'autres mondes où ces capacités des enfants ne sont pas écrasées, mais sont finalement encouragées et enrichies de tout un tas d'histoires, d'expériences, de mythes qui vont justement aller dans ce même sens que proposer l'enfance de manière balbutiante. Et d'ailleurs, c'est quelque chose... Il y a quelques mois, j'étais en Suisse et j'étais invitée à parler dans une école avec des tout petits et on m'a demandé de définir qu'est-ce que c'était que la colonisation. Alors c'était un peu compliqué s'ils avaient 7-8 ans et en même temps j'ai réfléchi à ça face à eux, c'est que c'est pas étonnant que finalement les peuples colonisés pendant très très longtemps on les a appelés des peuples enfants. Mais voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée qu'ils sont à un stade pas très abouti de la pensée, ils sont pas éduqués, voilà, ils sont au stade enfant, ils sont restés au stade enfant et du coup il faut les éduquer. C'est ça le processus colonial, c'est juste ça. Et donc voilà, moi, ça m'a paru important d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup. On a le temps pour une toute dernière question en haut à gauche, assez rapide, une réponse aussi assez rapide. Et puis après, vous aurez l'occasion de poursuivre le dialogue avec Nastasia autour de la librairie La Géosphère dans l'accueil où elle pourra signer ses livres. Merci beaucoup pour cette conférence. Et je me posais la question, donc... n'importe quel individu est capable de faire des rêves, donc si j'ai bien compris, y compris un être humain occidental. Et donc, si oui, à quel moment est-ce qu'il est capable de faire ce genre de rêve ? Est-ce qu'il faut une forme de déconstruction ? Et donc, par exemple, comme vous l'avez fait, partir 7 ans loin de notre monde. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou donc un changement d'état d'esprit, ou est-ce que c'est possible de faire ses rêves directement ? Non, mais ça, c'est toujours l'ultime question de la solution. Du coup, quelle est la solution ? J'en sais rien. En réalité, c'est une question à laquelle je suis pas en mesure de répondre. C'est à chacun de trouver la réponse en soi. C'est évidemment qu'il faut toute une série de déconstructions, mais après, je ne pense pas qu'il faille nécessairement partir 7 ans au fin fond d'une forêt du Grand Nord pour réussir à rêver autrement. Je pense qu'il y a des manières beaucoup plus simples de faire. Mais oui, c'est sûr qu'il faut opérer un certain nombre de
de déplacement et que c'est pas simple de sortir du rêve projectif. Ça, c'est certain. Ça demande un apprentissage. Donc vous avez été capable de rêver autrement ? Si moi j'ai été capable de rêver autrement ? Oui. Oui, je crois. C'est un peu ce que raconte Croire aux fauves. Donc oui, je crois. Mais après, rassurez-vous, je ne rêve pas autrement toutes les nuits, bien heureusement. Merci beaucoup, Nastasia Martin. Merci à toutes et à tous.